Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Au sommaire de cette émission, face aux menaces des moyens, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a présenté aujourd'hui au Conseil des ministres son projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Il prévoit des hausses annuelles de 3 à 4 milliards d'euros de budget des armées sur fond de retour de guerre en Europe. Oui, Cécile, une promesse d'Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan le 20 janvier dernier. Le discours du président portait sur un budget revu à la hausse. Les armées disposeront de 413 milliards d'euros pour les 5 prochaines années, 2024-2030. Cet effort sans précédent doit porter le budget militaire de la France à 69 milliards d'euros par an en 2030, contre 32 en 2017. Alors on parle de 4 axes importants, de nombreux programmes massifs, notamment liés à la dissuasion nucléaire, les nouveaux espaces de conflictualité contre, comme les fonds sous-marins, la militarisation de l'espace et la cyberdéfense. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour en parler, Philippe Folliot est avec nous, sénateur centriste du Tarn et membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat et auteur de ce livre, France sur mer, un incroyable gâchis, publié chez Bibliotheca. Bonsoir, merci Bonsoir. D'être avec nous. Et Benoît de Saint-Cernin, que vous connaissez bien, président du cercle de l'Arbalète, et puis patron, c'est un peu le patron du Sofins, parce que j'ai appris qu'on disait Sofins et non Sofins, le Salon des Forces spéciales et directeur général de l'École européenne d'intelligence économique de Versailles. Juste avant de démarrer, pour qu'on comprenne bien aujourd'hui la situation et le contexte de l'armée française, quel est l'état justement de cette armée française aujourd'hui? Pourquoi tout à coup il faut la réformer? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, est-ce que les guerres en Europe ont montré la fragilité de l'armée française? Si vous me permettez, au départ, je dirais 2 chiffres. En 1960, nous consacrions 5,5% de notre richesse nationale à l'effort de défense. Aujourd'hui, nous sommes à 1,8% et avec cette loi de programmation militaire, nous allons atteindre les 2% du reste que nous étions engagés à atteindre en 2012 dans le cadre du sommet de l'OTAN à Cardiff et avec un objectif donc d'essayer effectivement d'avoir un outil qui soit adapté aux menaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la France a ceci de particulier, c'est que c'est une des seules nations, et la seule nation, on peut dire, européenne, qui est présente sur tout le spectre. C'est-à-dire, nous avons tout, mais nous avons tout en très peu. Voilà. Et c'est notre grosse difficulté. Et donc, en fait, quand je dis on a tout, c'est-à-dire on part de la dissuasion nucléaire, aux forces de projection, à la marine nationale, donc sous-marin nucléaire, mais aussi forces, éléments conventionnels de surface. Nous n'avons qu'un porte-avions. Nous avons un nombre d'avions de chasse très limité. Nous avons très peu de matériel dans l'armée de terre, mais nous avons tout, mais tout en très peu. Et je crois que c'est une des difficultés. Un peu vieillot. Alors, pour une part, très vieillot, puisque souvent, et notamment dans l'armée de terre, quand des jeunes hommes servent par exemple des AMX-10 RC, bien ils sont 3 fois plus âgés, entre 2 et 3 fois plus âgés que les AMX, que ceux qui les servent. Donc c'est vrai que ça pose un problème et ça entraîne la nécessité de prendre conscience de cette impérieuse obligation de faire un effort en matière d'armement. De la même manière, je donnerai 2 points. Le premier, c'est qu'il faut rattraper des années pendant lesquelles finalement on était globalement en paix, donc est-ce qu'il fallait autant investir dans les armées? Et c'est les précédents présidents jusqu'à globalement la fin de M. Hollande et voilà. Et puis la deuxième véritable raison, c'est quand même la conjoncture, c'est que tout le monde peut se mettre dans la peau des Ukrainiens. Est-ce qu'on est capable demain de supporter un assaut comme ils le supportent? Les analyses montrent que non. Donc se mettre dans cette logique-là aujourd'hui, c'est se préparer à ce qui va peut-être se passer. Depuis quelques années quand même, l'armée française est engagée contre des terroristes. Alors si je le ramène au niveau des forces spéciales, ils avaient comme adversaire des terroristes qui étaient donc en pick-up, qui avaient une Kalachnikov et qui avaient peu de moyens.
Par exemple, sur le thème du SOFIN cette année, c'était de réfléchir aux conflits de haute intensité et dans un milieu contesté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adversaire est presque aussi fort que nous. C'est à ça que cette LPM doit répondre. C'est si demain... Loi de programmation militaire, LPM. Oui, pardon, la loi de programmation militaire doit répondre à cet enjeu. C'est est-ce que demain, notre adversaire, il ne sera pas presque aussi fort que nous? Mais ma question, c'est Florence Parly, qui est l'ancienne ministre des Armées, disait en 2022, il faut anticiper. Mais comment on a pu en arriver là, sans s'imaginer à un moment donné qu'il pourrait y avoir de nouveaux conflits? Comment on n'a pas anticipé tout ça? Parce que là, c'est un peu le lapin dans les phares quand même. C'était un peu un mix de Francis Fukushima, la fin de l'histoire, et de Laurent Fabius, les dividendes de la paix. C'est vrai, les dividendes de la paix, nous les avons touchés, comme on l'a dit, ne serait-ce que par rapport à l'évolution de notre budget de la défense. N'oublions pas, dans la loi de programmation militaire, donc 2008-2014, sur cette loi de programmation militaire, il était prévu que les baisses d'effectifs dans le ministère de la Défense, de fait, représenter 2/3, vous savez, c'est ce qu'on appelait la RGPP, la Revue Générale des Politiques Publiques à l'époque. Et donc une baisse de nombre de fonctionnaires d'État, ce qui était un engagement de Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque. Et cela, le ministère de la Défense portait à lui seul 2/3 des baisses d'emploi de fonctionnaires donc du secteur public. Et donc, à ce niveau-là, nous étions dans une phase de fermeture de régiments, de fermeture de base, et donc rendons François Hollande le fait d'avoir stoppé cette baisse, et surtout à Emmanuel Macron, qui a été le premier président de la République, qui a dit non, non seulement on ne va plus baisser, on ne va pas rester à un niveau bas, mais on va remonter. Alors, ça remonte jamais assez vite par rapport à cela, mais il y a quand même un point aussi qu'il faut dire sur un plan strictement économique. C'est que chaque fois qu'on investit dans la défense, nous investissons aussi dans l'économie française. Pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons fait un choix en France, c'est d'essayer de produire nos armements. Et qui fait que du reste de notre pays est le troisième ou second maintenant exportateur mondial en matière donc d'industrie de défense. Et donc c'est un enjeu qui est un enjeu aussi important et un enjeu essentiel par rapport à cela. Mais je compléterai, vous parliez de Florence Parly tout à l'heure. En fait, cette LPM, elle a démarré sous Florence Parly. Ne nous trompons pas. Elle est à l'origine, avec son cabinet, Martin Briens, etc., de la préparation de cette remontée. Donc aujourd'hui, on a un chiffre qui résume un peu ça, mais ce sont des raisonnements qui ont commencé il y a longtemps. Et il y a longtemps qu'on a vu arriver un changement dans l'adversaire. On voudrait parler d'un sujet, la force de dissuasion nucléaire, parce que parmi les axes importants de cette loi de programmation militaire, il y a la modernisation de nos forces nucléaires. Alors je rappelle en un mot, nos forces nucléaires, ça se découpe entre les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui tirent des missiles intercontinentaux à 9-10 000 km et les Rafales de l'armée de l'air et de la marine qui tirent des missiles de croisière à 300 km. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être modernisé dans la force de dissuasion? En fait, Philippe Folliot. Les avions. Il faut moderniser les supports, ça c'est une chose, mais ensuite il y a la dissuasion ne fonctionne que par rapport à sa crédibilité. Et ce qui fait la force de la dissuasion française, c'est bien sûr la crédibilité de l'outil. Vous savez, j'ai coutume de dire qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est l'objet le plus compliqué que l'homme n'ait jamais fabriqué sur la Terre. Et que par rapport à cela, ceux qui sont capables de fabriquer des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de A jusqu'à Z, des puissances, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4. Il y a donc la France, les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais sachant que les sous-marins russes et chinois sont certainement moins performants que les nôtres en termes de discrétion par rapport aux éléments d'acoustique, etc. Et donc nous avons ces savoir-faire. C'est-à-dire, il faut dire aussi, par rapport à toutes les personnes qui sont un peu déclinologues, qui ont tendance à décrier notre pays, que nous avons aussi ces savoir-faire technologiques de pointe par rapport à cela. Alors que, mais bien entendu, il faut investir, 2, préparer avec les outils de recherche pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de nouvelle génération, donc parce que c'est un élément essentiel. Ensuite, le troisième point, qui est très important par rapport à cette notion de dissuasion, et je le rappelle souvent, quand nous élisons notre président de la République,
En fait, nous disons une personne, mais qui a deux fonctions. C'est-à-dire, il est président de la République et chef des armées. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, on lui donne, bien sûr, l'autorité suprême de déclencher le feu nucléaire, mais aussi cette capacité qui est un élément de spécificité de notre pays, de pouvoir engager les forces armées seules, je veux dire, et sans l'aval du Parlement, puisque celui-ci n'intervient qu'après, notamment dans le cadre des opérations extérieures, au bout de 4 mois. Mais c'est un élément qu'il faut pouvoir préserver, parce que si on prend un pays voisin, l'Allemagne, ils ont un certain nombre de capacités militaires. Mais les capacités d'engagement qui sont les leurs sont tellement longues et tellement complexes que finalement l'outil est quasiment inopérationnel. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas déclencher quelques problèmes par rapport à cela, mais en tout état de cause, moins opérationnel que le nôtre, pour être plus précis. Et je crois que c'est un enjeu et un élément important et essentiel. Eh ben, vous restez avec nous, on va revenir dans quelques instants. On va se demander, mais il va falloir du temps justement pour changer tout ce matériel. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ce laps de temps? Parce qu'il va falloir montrer aussi la force. Si le conflit va un petit peu plus loin, on va en parler avec vous, Benoît de Saint-Cernin, dans quelques instants. Et puis, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On revient dans un instant avec Philippe David jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Alors ce matin, au Conseil des ministres, Sébastien Lecornu, qui est le patron des armées, le ministre des Armées, qui a présenté aujourd'hui au Conseil des ministres son projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Les armées vont disposer de 413 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. Nos invités pour en parler, Philippe Folliot est avec nous, sénateur centriste du Tarn, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat et auteur du livre France sur mer, un incroyable gâchis, publié chez Bibliotheca. Et puis Benoît de Saint-Cernin. Vous en avez entendu parler beaucoup ces derniers temps. Il est président du cercle de l'Arbalète et de ce magnifique salon, le SOFINS, le salon des forces spéciales, et directeur général de l'école européenne d'intelligence économique de Versailles. Vous avez en tout cas les fonctions les plus longues du monde. On revenait justement à l'état des stocks aujourd'hui des armées, de se dire que la projection forcément c'est dans 5, 10, 15 ans. L'image qu'on a de la France aujourd'hui, vous le dites, il faut que ce soit un peu dissuasif. Mais si le conflit s'accélère avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a les moyens de riposter aujourd'hui? Le chef d'état-major de l'armée l'a dit plusieurs fois. Si on était confronté à la même chose que l'Ukraine, on ferait avec l'existant jusqu'au bout. Apparaît des lacunes colossales, c'est que par exemple, on ne fabrique pas nous nos propres munitions. Donc on a réalisé dans ce schéma-là qu'on était à court de munitions au bout de quelques jours. Ça paraît complètement dingue. Donc, si on était confronté à ça, je pense qu'on lancerait toutes les forces dans la bagarre et puis on essaierait de tenir. Mais il y a aussi des choses malignes qui sont faites pour essayer globalement de désengager les armées françaises pour pouvoir se reconcentrer. A été annoncé au SOFINS le partenariat avec l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, qui est en fait une remarquable démarche française portée par le MAE, la DCSD. L'idée, c'est d'aller investir cette académie. Ministère des Affaires étrangères, DCSD, direction des coopérations de sécurité et de défense. C'est pour les auditeurs. Oui. Vous avez raison, excusez-moi. Et en fait, c'est quoi cette académie? On va investir dedans pour former les pays africains à lutter contre le terrorisme. C'est d'une certaine manière la nouvelle forme de Barkhane, et donc ça va réduire les engagements qu'on appelle d'OPEX, puisque des gens vont rentrer et on va investir les dedans. Opérations spéciales. Mais une chose, on n'a pas prévu, on se le disait avec Cécile tout à l'heure, on n'a pas prévu les fameux dividendes de la paix. Moi je me souviens quand j'étais simple bidas, les cartouches de nos FAMAS, il y avait marqué LM à l'arrière de l'étui, ça voulait dire Le Mans, parce que nos cartouches étaient fabriquées au Mans. Comment a-t-on pu tout fermer, y compris les munitions de petit calibre? On est devenus fous en France. Je pense que nous avons voulu appliquer à la défense des logiques qui sont des logiques d'entreprise. C'est la logique zéro stock, et on aperçoit que c'est complètement aberrant, effectivement, d'appliquer cette logique, puisque aujourd'hui, nos stocks, effectivement, sont au minimum. On a fermé beaucoup de dépôts de munitions aussi. On a fermé Saint-Étienne qui faisait les FAMAS, on a fermé Le Mans qui faisait les cartouches de FAMAS, on a fermé tellement d'établissements que c'est fou. Et c'est aussi lié au fait que, voilà, en voulant garder le spectre, mais en n'ayant pas les moyens, vous raclez partout, mais au bout
bout d'un moment, vous avez des trous dans la raquette. Et là, on s'en rend compte. Et donc, il est important, et cette loi de programmation militaire prévoit plusieurs milliards d'euros, je crois que c'est 15 ou 16 milliards d'euros prévus pour les munitions, pour reconstituer les stocks, mais aussi toute la filière pour que nous ayons ces munitions. Voilà, et ça c'est un élément important, avec cet objectif de souveraineté. On a eu la chance au Salon Sofins d'accueillir Jean-Yves Le Drian, puisqu'il était l'un des fondateurs, et on a eu un entretien tous les deux justement sur ces histoires de munitions. Et il m'a dit, mais au ministère, je me suis battu pour essayer de relancer cette filière. Il était ministre de la Défense à l'époque, il en avait donc globalement tous les moyens, et ça a été un chantier colossal qu'il n'a pas réussi à faire naître. Donc il doit y avoir des freins partout, totalement incroyables, pour arriver à la situation dans laquelle on est. On va passer à un stade au-dessus, parce que la munition c'est petit. On va parler porte-avions, ça c'est quand même beaucoup plus gros. D'ici 2 ans, la construction du remplaçant du Charles de Gaulle va commencer pour une mise en service en 2038. Il va coûter 10 milliards d'euros, c'est le PANG, porte-avions nouvelle génération. Qu'est-ce qu'il a de plus que le Charles de Gaulle ? Déjà, il sera plus grand. Alors, il paraît que Emmanuel Macron doit choisir le nom. Moi, j'ai proposé colonel de Ménibus, mais a priori, est-ce qu'il y a des noms qui circulent ou pas ? Non, mais ça c'est secondaire. J'allais dire, non. Je crois que la première question qu'il faut se poser, c'est de dire, par rapport à un porte-avions, est-ce que vraiment, il ne faudrait pas avoir 2 porte-avions, je veux dire, quitte à ce que nous en lancions un, parce que le problème d'un porte-avions, c'est que il doit avoir d'une part des moments qui sont des moments de reconfiguration, de carénage, de réparation, et donc il reste, par exemple, Charles de Gaulle est resté à un moment donné 18 mois donc hors service à Toulon, et donc ce qui veut dire que nous avons une présence qui est intermittente, et par rapport à un grand pays comme la France, c'est pas tout à fait adapté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on pourrait prolonger donc la vie du Charles de Gaulle. Le deuxième point, c'est que je crois que la France, ce que je regrette, si vous voulez, par rapport à cette loi de programmation militaire, à certains égards, c'est qu'on n'insiste pas assez sur les enjeux relatifs à l'Indo-Pacifique. C'est-à-dire que nous sommes tous, nous sommes certains. Vous en parlez longuement dans votre livre. France-sur-Mer, un incroyable gâchis. Oui, parce que tout le trafic maritime passe par là. Si on n'est pas présent là-bas, en fait, Et puis surtout, on le maîtrise pas. Surtout, je veux dire, on sait que les conflictualités de demain, elles seront très vraisemblablement sur mer. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, il y aura des risques sur Terre, et on l'a vu, on n'avait même pas vu venir ce qui s'est passé en Ukraine au travers de la folie d'un homme, Poutine, et de sa déconnexion totale par rapport à un certain nombre de réalités. Mais si les frontières terrestres sont à peu près établies à peu près partout dans le monde, c'est loin d'être le cas sur les frontières maritimes. Et il y a un certain nombre d'enjeux énormes en matière d'exploitation de ressources marines, ou sous-marines. Et à partir de là, on va avoir un certain nombre de conflictualités. On le voit en mer de Chine du Sud aujourd'hui, mais ça va être dans beaucoup d'endroits. Et la France a cette chance, c'est d'avoir des porte-avions fixes au travers de ces départements et collectivités d'outre-mer, donc dans l'Indo, donc l'océan Indien, et dans le Pacifique. Et moi, je trouve dommage que ceci ne soit pas figé comme une des priorités, parce que si on regarde à l'échelle européenne, il faudrait qu'on parle en termes de complémentarité. Et je pense que les 2 atouts qu'a notre pays, c'est une capacité de projection, force spéciale au premier chef, et toutes nos régiments avec cette capacité d'entrée en théâtre et de projection. Ça, c'est un élément qui est un savoir-faire que nous avons et que nous devons mettre en avant. On est quasi les meilleurs dans cette... Aujourd'hui, nous sommes les seuls en Europe à être capables de pouvoir projeter plusieurs milliers d'hommes, alors pas énormément, mais en très peu de temps sur un théâtre d'opération. Avec une immense expertise. Oui, on l'a vu avec Barkhane. On l'a vu surtout avec Serval, au début. Oui. C'est-à-dire quand... le rêve qui saute sur Tombouctou, etc. Et puis surtout, on a vu que quand François Hollande a pris la décision
décision de venir soutenir le Mali, eh bien, c'était le matin. En début d'après-midi, il y avait les premières frappes et le lendemain ou le surlendemain, il y avait les premiers hommes qui arrivaient sur place. Donc, nous avons ce savoir-faire, il faut le garder. Et puis ensuite, le second, je crois que c'est par rapport à la marine, la nécessité de protéger déjà notre espace maritime, le premier au monde, il faut toujours le rappeler, et puis ensuite avoir cette capacité de projection en étant sur place. Parce que c'est pas... Je dis, et dans mon ouvrage, je disais, si un jour la France a, pour des raisons diverses et variées, des relations difficiles avec l'Égypte et Panama, donc Suez et le canal de Panama fermé, on est très mal pour aller, ne serait-ce que dans nos départements et collectivités d'outre-mer qui sont dans l'Indo-Pacifique. Donc, en ayant une projection au travers des forces de souveraineté qui, pour moi, devraient être un des éléments de priorité dans le cadre donc, de cette loi de programmation militaire. Je crois qu'il va y avoir quelques efforts qui vont être faits, mais certainement pas à la hauteur des enjeux à ce niveau-là. Benoît de Saint-Sernin, justement. Non mais ce porte-avions et tout ce qu'il génère comme sentiment de puissance et comme projection de puissance, il faut surtout pas s'en priver. Et s'il y avait la même logique que celle qui a précédé dans les années précédentes d'économie, on va supprimer le porte-avions parce que ça coûte trop cher, on peut être sûr que dans 15 ans, on aurait dit mais comment on a pu abandonner un porte-avions? Donc il faut surtout pas, parce que le prix du porte-avions apparaît cher, se dire non, on va faire une économie là-dessus. C'est une folie complète. Et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, la France a des territoires maritimes immenses. Ne pas avoir de porte-avions, ne pas avoir une marine solide, c'est juste une folie. Et on le regrettera amèrement si jamais on faisait cette erreur. Donc la LPM ne fait que rattraper ça. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Et on a parlé de la terre, de la mer, mais aussi le ciel. Et le ciel aussi, c'est un lieu de conflictualité assez aussi important. La cyberdéfense aussi, c'est des sujets qui sont importants. Et on va parler des drones, si vous voulez bien, parce que ça pêche un peu visiblement en France. Les drones, et c'est bien dommage parce que forcément, c'est plutôt mal. Allez, on revient dans un instant. C'est Les Vraies Voix Responsables avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, ce soir, on revient sur cette loi de programmation militaire avec pas mal de... ils ont sorti un peu le porte-monnaie chez nos amis du gouvernement. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a présenté justement son budget aujourd'hui devant les ministres. Pour en parler, Benoît Saint-Sernin est avec nous, président, en l'occurrence, vous savez, de ce salon, le SOFINS, le salon des forces spéciales. Je ne vais pas tout vous dire, mais il y a tellement de choses à dire. Philippe Folliot, sénateur centriste du Tarn et membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Juste avant de revenir justement sur ce que je disais tout à l'heure, on a parlé de la terre, on a parlé de la mer, il y a encore pas mal de choses à dire, il faut parler du ciel. Ils ont annoncé finalement que des réservistes, ils ouvraient les réservistes jusqu'à 70 et 72 ans. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la vocation militaire est en train de s'éteindre, Benoît de Saint-Sernin? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de passer de la Startup Nation à l'EHPAD Army à 70-72 ans? Alors non, pas du tout. Non, mais c'est que en fait, il y a des vrais besoins. On parlait tout à l'heure. Et si nous arrivait ce qui arrive à l'Ukraine, on irait chercher du monde partout. Il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à prolonger après la date aujourd'hui légale de la retraite leur mission militaire par passion. Et donc de permettre que l'âge légal puisse remonter, c'est très bien. C'est de la passion, c'est de l'engagement. On le voit autour des régiments, on le voit chez les réservistes. À notre micro-échelle du SOFINS, on le voit avec tous les réservistes qui demandent absolument à venir. Or, c'est pas forcément permis. Donc, pour moi, l'âge n'est pas un enjeu. C'est juste que ça prouve simplement une chose. C'est qu'on est obligé de monter jusque-là. Parce que dans les anticipations, on se rend compte que si on ne monte pas cet âge-là, on va se retrouver à court de compétences. Mais justement, moi, je pense que la réserve, elle se conjugue à deux niveaux. Il y a la réserve opérationnelle, et puis ensuite il y a la réserve citoyenne. Donc, pour être dans la réserve citoyenne, il n'y a pas d'âge. Je dirais. Ensuite, il y a des nouvelles conflictualités. Par exemple, par rapport à la problématique de l'espace, par rapport à la cyber. Je veux dire, là, il n'y a pas peut-être un problème de conditions physiques comme quand on est marsouin parachutiste. Oui, on va aller chercher des cerveaux, c'est ça que vous voulez dire. Donc, en fonction de ça, je pense que c'est plutôt, si vous me permettez l'expression, de bonne guerre que de faire ça. Et vous parliez des drones aussi tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais des drones, oui. On a évoqué. Et je ne sais pas pourquoi il y a cette légende que la France est en retard dans les drones. Regardez l'usage des drones
drones sur le conflit ukrainien. C'est le ministre qui le dit. C'est des drones jouets qui ont été transformés en armes. Et encore une fois, je reviens sur le Sofins. Ceux qui ont eu les premiers prix à notre salon sont des gens qui avaient des solutions de drones. Et donc, il y a une vraie ingéniosité chez nos jeunes et dans des startups sur les drones. On devait faire une démonstration, et pour des raisons de sécurité, on l'a pas fait, d'une société qui nous a présenté, donc on l'a vu, mais on l'a pas testé en live, une tourelle qui permet d'acquérir un drone en vol et qu'il détruit par le laser. Pour avoir vu le test, mais on n'a pas pu le faire au Sofins, on l'avait fait avant, au moment où vous appuyez sur le bouton, en fait, votre œil est trop lent pour voir si le drone a été détruit parce que le laser est transporté par la lumière. C'est instantané. Aujourd'hui, vous automatisez ça. Vous pouvez faire disparaître le problème du drone qui survole. On a eu au Sofins un ambassadeur qui nous a fait un direct depuis son ambassade dans un pays compliqué, que je ne cite pas volontairement. Il nous a dit, tous les jours, on est survolé par des drones. On ne sait pas ce que les drones font en survolant l'ambassade de France. On a un système 100% français, d'une société, donc je crois que j'ai pas le droit de citer, mais que qui va être capable, mais qui nous a prouvé qu'elle était capable. Donc on n'est pas du tout en retard là-dessus. On est peut-être en retard sur du déploiement de drones. Ok, les drones pour les armées. Mais honnêtement, dans la lutte contre les drones, et dans l'innovation, on n'est pas du tout en retard. On est encore en pointe, notamment pour les étoiles, on va dire l'espace, les drones, la guerre sous-marine. On a encore des entreprises vraiment high-tech en France ? Oui, au moins dans le domaine sous-marin et dans tout ce qui a trait à l'économie bleue, très, très, très certainement. Mais après, pour l'espace, il faut que nous mettions en place un certain nombre de passerelles. C'est-à-dire que y compris, c'est là où j'en reviens aussi à la question des réserves. C'est-à-dire que ceux qui sont des spécialistes de l'espace, ils travaillent au CNES. Et donc, ce qu'il faut, c'est que des agents du CNES puissent être donc agents du CNES, mais aussi réservistes dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc, pour pouvoir faire profiter de leurs compétences par rapport à ça, parce qu'on sait que les conflictualités de demain, c'est sûr qu'elles seront dans les mers et dans l'espace. Et donc, dans ce cadre-là, il faut pouvoir se préparer et essayer d'anticiper. Oui. Non, allez-y. Sinon, il y a aussi un nouveau produit, le SCAF, qui est théoriquement le remplaçant du Rafale. Oui. Mais manifestement, certains disent que les Allemands... Alors on est dans les avions, là. Dans les avions de chasse. Bien sûr. Vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez d'avions de chasse. Joli compliment. On dit en général que les Allemands essayent un peu de nous la faire à l'envers, vous me passerez l'expression, sur le SCAF auprès de Dassault. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Alors, sans mettre un ça incident veut dire quoi, diplomatique, Philippe, parce que là... c'est-à-dire qu'ils essayent de nous rouler dans la farine. En clair, c'est ça. Non, il est certain que les choses ne sont pas encore tout à fait lisses, tout à fait claires par rapport à cela. Alors, on a deux façons de voir. La première, c'est en fait... c'est de savoir qui sera un petit peu le pilote dans l'avion futur. Et autour de qui les choses vont se faire. On sait par expérience que quand on n'a pas une entreprise qui est une entreprise référente sur un programme militaire complexe, ça entraîne un certain nombre de déboires. Nous avons un exemple par rapport à cela au travers de la 400M qui au début a eu... Qui est l'Airbus de transport. Voilà, qui au début a eu beaucoup de difficultés parce que entre l'avionneur, le motoriste, des équipementiers, les problèmes sur les hélices, les choses n'étaient pas calées. Bon, on a réussi à sortir de cela, mais au travers de surcoûts et de délais beaucoup plus importants que ce qui était initialement prévu. Donc, au niveau du SCAF, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux politique, mais économique aussi. Et donc, dans ce cadre-là, on aime beaucoup nos amis allemands, mais il y a un certain nombre de points et de choses sur lesquelles peut-être ils seront un petit peu plus en pointe que nous. On le voit notamment par rapport aux chars lourds de l'armée de terre, mais d'autres points et d'autres éléments sur lesquels on a peut-être un petit peu d'avance. Ouais, Benoît de Saint-Cernin, quand on voit tout ce matériel hyper technolo qui va arriver, est-ce que l'armée est
formés pour ça? Parce que ça aussi, quand on a vu qu'on avait envoyé du matériel en Ukraine, on a envoyé en plus les formateurs avec eux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a la masse salariale pour former tous ces gens? C'est de toute façon, lorsqu'ils réfléchissent à un programme, ils incluent ce paramètre-là. Donc les instructeurs pour le programme, je pense qu'il n'y a pas de problème pour les armées. Le vrai problème pour les armées, c'est de fidéliser les jeunes qu'ils ont en ce moment dans les unités, de les conserver, de les faire monter en compétences, parce qu'effectivement, les logiciels deviennent complexes. Mais je ne pense pas qu'il y ait un déficit de formation. Il y a beaucoup plus aujourd'hui un besoin d'augmenter les effectifs. Parce que ça va très vite quand même. L'innovation, ça va très vite et ça se démode très vite. Et par exemple, c'est un des sujets pour les forces spéciales, l'obsolescence technologique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rester sur des logiques d'acquisition de matériel maintenant, et c'est le matériel que vous avez pour les 5-7 ans, ou est-ce qu'il faut trouver un autre système? Ça, c'est un vrai gros sujet. Vous savez, il y a cela, mais aussi, j'étais il y a 2 mois donc sur le front ukrainien. Donc je suis allé à quelques kilomètres de Bakhmout. J'étais à Bakharov, une ville qui est à une quinzaine de kilomètres de Donetsk. Et finalement, je me suis rendu compte, en passant une soirée avec des soldats ukrainiens, d'une chose, c'est que cette guerre qu'il y a en Ukraine est une guerre duale. C'est une guerre technologique du XXIe siècle, drones, avions de chasse, missiles hypersoniques, voilà, avec des chars lourds, etc. Mais aussi, c'est les tranchées, c'est Verdun. C'est une guerre du début du XXe siècle. Et que vous pouvez avoir tous les matériels les plus performants qui soient, si vous n'avez pas cet esprit de défense, cet esprit de sacrifice, cette volonté de se battre, eh bien vous ne pourrez pas gagner. Et c'est là où les Ukrainiens nous donnent une leçon de courage tout à fait formidable et extraordinaire. Merci 1000 fois en tout cas. Un petit mot de fin, dites-moi. Ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, c'est exactement le brief que le général commandant des opérations spéciales a fait à ses hommes. Il leur a dit, je ne veux pas des Robocop, je veux des gens qui vont être capables d'être rustiques et d'aller au bout d'eux-mêmes. Et on verra l'équipement. Merci en tout cas 1000 fois, c'était passionnant. Philippe Folliot, sénateur centriste du Tarn, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Armées du Sénat et auteur de ce livre France sur mer, un incroyable gâchis chez Bibliothéca. Je vous conseille de l'acheter et de le lire. Et merci beaucoup Benoît de Saint-Cernin d'avoir été avec nous, président du Cercle de l'Arbalète et du Sofins, le salon des forces spéciales, et directeur général de l'École européenne d'intelligence économique de Versailles. Merci Philippe. Merci Cécile, pour ce joli sujet. Merci, beau sujet. On se retrouve demain à 17h. Je réfléchis. Oui, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller pour parler de votre argent. Et juste après, dans le Loft Music, Yvan Cujous reçoit Labajon et Zélie. Merci aux équipes de Sud Radio qu'on embrasse bien fort, chaque jour toujours plus fort. Et on se retrouve demain. Salut, passez une bonne soirée.